Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Yolande Zoberman. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir et puis aussi demain soir et aussi dimanche. On est très heureux de vous recevoir à nouveau à l'Auditorium du Mage. Bonsoir Ophir Lévy, ravi également de votre présence pour cette conversation avec Yolande Zoberman. Il y a plusieurs mois qu'on a conçu ce programme, même c'était l'été à l'époque. Et avec Joseph Hirsch, on se demandait qu'est-ce qu'on avait envie de partager avec vous, sur quel film on avait envie de revenir. Et le climat étant celui que nous connaissons, avec beaucoup de clivages, avec des identités qui se figent et qui se referment sur elles-mêmes, on a vraiment eu envie du cinéma de Yolande Zoberman. Un cinéma qui explore le flou des identités, qui explore le doute, qui interroge les frontières, qui se passe la nuit, qui est vraiment d'une finesse et d'un questionnement permanent sur l'intimité des êtres. Et on a eu envie de ça. Et donc, on est très, très heureux que ce moment arrive aujourd'hui. Et on est très heureux de partager avec vous ces films que peut-être, il y en a que vous avez vus, il y en a que vous allez découvrir, il y en a que vous avez envie de revoir. Donc, ce soir, on a décidé de vous présenter son premier documentaire, Classified People, qui, en effet... et un peu, on peut dire même pas du tout dans nos thématiques. Mais après tout, parfois, on peut peut-être s'autoriser de s'éloigner un peu. Ah bah voilà. On va quand même trouver un lien grâce à Ophir Lévy. Et on va ensuite, demain soir, vous présenter Moi, Yvan, toi, Abraham, qui est vraiment devenu un film culte, on peut dire. Et dimanche, donc dimanche matin, Un Juif à la mer, qui est un portrait de Selim Nassib. Et l'après-midi, on a eu envie de vous proposer la trilogie dans son ensemble à la suite. Donc vous pourrez voir Would You Have Sex with an Arab, ensuite M et ensuite La Belle de Gaza. Donc je vous invite vraiment à passer tout ce dimanche avec nous. Vous pourrez découvrir également un court-métrage qui s'intitule Le Roi David de Lila Pinel, qui est vraiment une pépite qu'on a découvert sur Arte il y a quelques mois, que Yolande Zoberman aime beaucoup et a eu envie de partager avec vous. Il y aura également Lila Pinel avec nous, donc dimanche après-midi. Donc je vous remercie beaucoup à tous d'être là. Pour le programme du soir, je vous précise, donc il va y avoir donc une conversation entre Yolande Zoberman et Ophir Lévy qui va durer à peu près 45 minutes, 1 heure. Ensuite, on vous donnera la parole pour un temps d'échange avec Yolande Zoberman et puis on vous présentera donc le film Classified People. Merci beaucoup à tous. Excellente soirée. Je compte sur vous pour la suite de cette rétrospective. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir, chère Yolande Zoberman, et bonsoir à toutes et à tous. Je suis vraiment heureux d'avoir l'occasion de discuter avec vous ce soir et ensuite d'ouvrir la parole à la salle. Je vais peut-être commencer par un petit souvenir personnel. On est en 1993, j'ai à peu près l'âge du personnage du film que je vais voir au cinéma, que mes parents m'emmènent voir au cinéma, parce que évidemment c'était pas une initiative, moi j'aurais préféré rester à la maison. Mes parents m'emmènent voir Moi, Yvan, toi, Abraham. J'ai donc 13-14 ans à peu près, et je découvre un univers absolument qui pour moi était inédit. Je découvre aussi une forme de cinéma qui n'était pas celle que j'avais l'habitude de demander ou d'aller voir en salle avec mes parents. Une thématique qui va me hanter, enfin qui va s'inscrire en moi, cette question de la destruction des Juifs d'Europe, de ce judaïsme-là. Alors le film porte sur l'avant de cette destruction, mais on en sent déjà les prémices. Et en préparant cette rencontre, je me suis rendu compte rétrospectivement que peut-être quelque chose de mon rapport au cinéma et de mon rapport à cette thématique de la mémoire de la Shoah avait été éveillé. Le film sort dans mon souvenir, avant La Liste de Schindler, parce que La Liste de Schindler en France c'est 94, donc avait été éveillé probablement par ce film, et donc d'une certaine manière je vous suis depuis une trentaine d'années, alors que j'ai pas l'air si vieux que ça, mais pourtant ça fait 30 ans que le cinéma de Yolande Zoberman m'accompagne, et il m'accompagne jusqu'au tout dernier film, M et La Belle de Gaza, qui m'ont bouleversé et dont on aura l'occasion de discuter tout à l'heure. Alors peut-être dans le cadre de cette rencontre, avant de commencer, j'ai envie de vous poser des questions sur votre parcours, sur ce qui vous a amené
à aimer le cinéma, sur la manière dont vous avez commencé à faire du cinéma. Mais avant d'en venir là, juste une chose moi, qui m'a frappé, dans presque tous vos films, on voit des personnages qui chantent. Pas uniquement on entend des chansons, mais vous filmez des personnes qui chantent. Et il y a quelque chose qui se joue dans le chant que j'aurais du mal à définir, parce que chaque film induit sa propre logique. Mais la première question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce qui se passe pour vous, qu'est-ce qui se transmet par le chant lorsqu'il est filmé, lorsqu'il intervient au cinéma, qui peut-être ne se dirait pas de la même manière, ou ne traduirait peut-être pas les mêmes affects ou les mêmes significations autrement que par le chant, si c'était simplement un entretien. J'ai l'impression qu'il y a des enjeux où il se passe des choses quand vous filmez des personnages qui chantent. Évidemment, on pense à Menachem dans M, mais dans Classified People, assez vite, dès la deuxième séquence, on a un groupe, une chorale qui chante, et on pourrait citer dans Moi, Ivan, Abraham, voilà, la jeune tzigane qui chante, et voilà, les exemples se multiplient. Donc ma première question, ça pourrait être celle-là. Qu'est-ce qui se joue dans votre cinéma à travers le chant ? En fait, j'y avais jamais pensé. C'est pas mal de commencer comme ça. Vous savez, quand M est sorti, avant que ça sorte en salle, raconter l'histoire de M, raconter le pitch, comme on dit, de M, c'était quelque chose qui faisait que les gens n'avaient pas envie d'y aller, quoi. Même moi, j'aurais pas eu envie d'y aller. Et donc, il y a eu un festival des exploitants de cinéma. Et le dernier soir, ils ont fait une fête, ils étaient tous un peu saoul. Et il y a une caméra qui avait circulé. Et ils ont demandé à tous les exploitants quel était votre film préféré. Et ils ont tous dit M, à part un. Et à chaque fois, celui qui filmait disait « Mais vous ne pouvez pas me raconter l'histoire ?» Et il disait « Non, non, on ne veut pas raconter l'histoire, on ne veut pas raconter l'histoire. » Et il y en a un qui a dit cette chose très belle. Il a dit « En fait, c'est un film qui dit que chanter, ça peut sauver la vie. » Et moi, je crois à la grâce. Je suis la grâce. Je la suis. Je ne le suis pas, je la suis. Et c'est comme ça que je rencontre mes personnages. C'est comme ça que... en fait, presque tous mes films sont des enquêtes sur comment vivre tout court, ou comment vivre après une chose, ou comment... Voilà, depuis le premier film, depuis Classified People que vous allez voir ce soir. Au fond, ce film, je l'ai fait, je n'étais pas tout à fait consciente de la question que je posais, mais c'était une question muette qui était comment est-ce qu'on fait quand on vit, quand on est désigné d'une certaine manière. Et on est tous désignés d'une certaine manière. Que ce soit par les autres, que ce soit par soi-même, que ce soit... on est tous désignés. Et quelle est la marge de liberté qu'on a? Et les gens que j'ai filmés m'ont répondu quelque chose qui est resté avec moi toute ma vie. Ils m'ont dit, notre marge de liberté, c'est notre intimité. Et ça, tout d'un coup, je me suis dit, je comprends ça. Et je comprends la politique qui se situe dans l'intimité. Et d'une certaine manière, c'est ça que j'ai... voilà, vous parliez de Moi, Ivan. Quand j'ai fait Moi, Ivan, avant de faire Moi, Ivan, moi, je faisais tous mes films avec quelqu'un avec qui je faisais des recherches, et qui s'appelle Patrick Charles Messens. Et quand on a commencé les recherches pour Moi, Ivan, il avait été avec moi en Afrique du Sud, il avait été avec moi en Inde. Je lui ai dit, écoute, tu fais comme si j'y connaissais rien, comme si j'étais pas juive. Et je lui ai donné une liste comme ça de gens que j'avais envie de rencontrer. Et il a effectivement trouvé des gens et que j'ai filmés. Et on avait ensemble, avec ces gens, un pacte. Et le pacte, c'est on ne parle pas de la guerre. Pour moi, il était important que ce qu'ils allaient me dire ne soit pas revisité parce qu'ils avaient connu de la guerre. Donc c'était notre pacte ensemble. Et il y en avait un qui était très drôle, c'était un sculpteur. D'abord, il me racontait que quand il était enfant, il était persuadé qu'il avait tué le Christ parce que la seule personne qui le frappait dans sa vie enfant, c'était son père, et en général, c'était toujours
parce qu'il avait fait vraiment une connerie, quoi. Et donc, quand à l'école, il y a des gamins qui l'ont frappé en lui disant « t'as tué le Christ, t'as tué le Christ », il était persuadé que c'était vrai. Et donc, il restait des nuits entières en se demandant quand il avait pu faire ça. Et cet homme, à un moment où je changeais la cassette pour continuer à le filmer, il m'a dit « je vais vous dire une chose. Je sais que je n'ai pas le droit de parler de la guerre, mais je peux vous dire une chose. J'ai connu un état d'homme. Non, j'ai connu une situation où l'état d'homme était impossible. Je peux vous dire qu'il y a des hommes, que les hommes, ça existe. Et ça aussi, c'est une parole qui est restée avec moi toute la vie. C'est-à-dire cette lumière dans la noirceur. Et le chant, c'est une forme de lumière. Voilà, j'ai fait toute la boucle. Vous aviez dit là tout à l'heure, dans vos films, vous posez la question de comment vivre. Et tout à l'heure, en loge, on discutait, on parlait du film Chronique d'un été. Et Edgar Morin a raconté que le point de départ de Chronique d'un été, c'était d'aller rencontrer des gens dans la rue et de leur demander comment vis-tu ou comment vivez-vous. Parce que c'est un film que vous aviez choisi pour une rétrospective. Donc c'est intéressant qu'il y ait cet écho finalement entre cette manière de faire du cinéma et la vôtre, qui est très différente, mais qui finalement pose des questions assez similaires. Qui est différente, mais qui, d'une certaine manière, pas tant que ça. C'est-à-dire, au fond, Chronique d'un été, c'est certainement le film où je peux le mieux m'ancrer, même si je l'ai découvert uniquement il y a 1 an ou 2. Et je trouve qu'il y a une innocence dans ce film. Très souvent, on me demande comment je fais, par exemple, dans la trilogie que vous allez peut-être voir, hein, pour que les gens me parlent comme ils me parlent. C'était déjà là avec Classified, mais c'était différent. En fait, en fait, quand je pose des questions, c'est vraiment pour avoir des réponses. C'est-à-dire, il y a une forme d'innocence. Et les gens me répondent avec une forme d'innocence. Et ça, dans le film de Rouge et d'Edgar Morin, c'est tellement fort, hein, c'est tellement beau, cette façon de déposer, qu'ont les personnages, de déposer ce qu'ils sont. Mais je trouve que, enfin, je ne sais pas si c'est un film que vous avez vu, mais vraiment essayer de le voir, c'est juste une merveille, quoi. Ouais, c'est un film magnifique, avec notamment, on en parlait aussi, l'apparition de Marceline Loridan, Evans, enfin qui s'appelle pas encore Marceline Loridan Evans, et qui prend le son, notamment dans le film, qui va poser les questions, donc cette survivante de la Shoah, mais qui a 30 ans. Et nous, on n'a pas l'habitude de se représenter les survivants comme des personnes jeunes, pleines de vie. Le temps a fait qu'on s'imagine plutôt des personnes qui témoignent, qui sont âgées. Et là, tout d'un coup, il y a cette vitalité dans le film, et qui passe par le fait qu'elle est aussi la dépositaire de la parole. Un peu comme vous allez interroger les gens, et vous êtes capable d'accueillir cette parole-là. Ouais. C'est... Et puis, il y a toujours cette chose qui, moi, me donne le vertige. Le film est fait en 1960. C'est à peu près une quinzaine d'années après la fin de la guerre. C'est rien, 15 ans, quand on mesure dans nos vies. Et donc, voilà, moi, je suis toujours frappée par cette espèce de... Ça me donne toujours le vertige, le fait que souvent, il y a si peu de traces de ce qui s'est passé. Et là, c'est effectivement un film sur comment vivre, et où en même temps, cette mémoire est présente d'une manière... Il y a un plan absolument incroyable de Marceline Loridan qui traverse la place de la Concorde et qui raconte son père, qui raconte la dernière fois où elle a vu son père, le jour où ils ont été déportés. Et c'est d'une... je sais pas, c'est juste tellement bouleversant. Et en même temps, il y a cette chose extraordinaire où elle est à table avec des gens et qui savent pas ce que c'est que le numéro sur son bras, qui pensent même que c'est un numéro de téléphone, en fait. Et quand les films racontent l'histoire, mais tout simplement, quoi. Et moi, j'adore ça dans ce film, comme je peux aimer ça dans les films de Jacques Demy, parce que dans les films de Jacques Demy, il y a toujours des marins qui racontent où on en est, dans quel moment du monde où on en est, est-ce qu'il y a une guerre d'Algérie ou ailleurs. Je veux dire, c'est... Et puis ça chante beaucoup dans les films de Jacques Demy. Et ça chante.
Et alors justement, on parle de cette mémoire de la guerre. Quel est votre rapport finalement à cette inscription dans la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, de la Shoah en particulier? Dans quel type de famille vous naissez et comment cette famille a été ou pas impactée par l'histoire de la déportation et de la Shoah? Mes parents n'ont pas été déportés. Ils ont mais comme à peu près tous les juifs de l'Est, ils parlaient pas. Non seulement ils parlaient pas, mais mon père interdisait à ma mère de parler le polonais. Du coup, et comme c'était la seule langue où ils étaient vraiment à l'aise, moi j'ai toujours eu l'impression que qu'il n'y avait pas de langue maternelle en fait. Hein. Et donc quelque chose d'un peu glacé, glacial. Et d'ailleurs, tous les gens que j'ai filmés pour écrire le scénario de Moi Yvan me disaient « Mais vous savez ce que je vous raconte, cette vie d'avant la guerre, je ne l'ai même jamais raconté à mes enfants. » Parce que c'est vrai que c'était quelque chose de douloureux de parler de la vie qui avait été détruite. Moi, ce film, je l'ai fait parce que j'ai fait un rêve. J'ai rêvé une nuit que j'étais entre le bureau de mon père et la salle à manger. Il y avait un entre-deux portes. Et souvent, je me cachais là. Et dans mon rêve, j'étais là. Et derrière moi, il y avait un tunnel qui se creusait. Et c'était un tunnel de métro. Et j'étais avec un petit garçon que j'aimais beaucoup, beaucoup et qui m'aimait beaucoup, beaucoup. Et on était donc 2 enfants. Et on remontait, puis je croisais tout le monde, des gens de ma famille et tout ça. Et tout d'un coup, il y a une petite blonde qui vient vers nous et qui dit au garçon, à la fin du couloir, là, on va vous déporter, mais si tu veux, viens avec moi, j'ai une voiture personnelle. Et moi, j'avais vraiment peur qu'ils disent, ouais, j'y vais. Et il dit, non, non, je reste avec elle en me montrant. Donc moi, j'étais super contente. On va jusqu'au bout du tunnel, on sort et effectivement, il y avait des bus. Et on nous fait monter dans le bus, on va au fond du bus, très content d'être l'un avec l'autre, et on regarde par la vitre, et là on voit des tablés de juifs avec des cafetans qui mangent des fruits que j'ai jamais vus, qui avaient l'air extrêmement heureux, et à qui on essayait de faire des signes pour qu'ils s'en aillent, mais ils ne voyaient pas. Et je me réveille hyper contente de ce petit garçon, de tout ça, et je me dis, je viens d'une histoire de vie, et pas d'une histoire de mort. Et cette vie, j'ai envie d'aller la chercher. J'ai envie de savoir de quoi elle était faite. Et ça a été le début de Moi Yvan. De quelle vie était faite cette vie dont on ne me parlait pas, dont personne ne parlait, et où j'ai découvert quand même beaucoup de choses, parce que quand je suis partie en Pologne, donc pour la première fois de ma vie. Et mes parents viennent de Pologne, ils viennent de la même rue, à Lublin. Et la veille du départ, parce que je leur disais toujours la veille de mes départs quand je partais, je leur dis demain je vais en Pologne. Et là, pour la première fois, je vois mes parents se parler polonais. Et c'est la première fois de ma vie que j'ai eu l'impression d'avoir des parents jeunes et qui étaient à l'aise, complètement à l'aise dans leur langue. Et ils me donnent des adresses, l'adresse de leur maison, ils me donnent des... Donc on part et on va à Lublin, la ville où ils sont nés, où ils ont vécu, et on dort à l'hôtel. Et le matin, on sort. Je vois mon passeport dans le tiroir de l'hôtelier. J'enregistre l'image et on s'en va. Et on est en voiture. Et on roule, on est déjà sorti de la ville. Et tout d'un coup, je revois mon passeport et je dis à Patrick, je suis folle, j'ai laissé mon passeport. Et en plus, je l'ai vu, j'ai laissé mon passeport. Qu'est-ce que j'ai oublié de faire? Et je lui ai dit, tu sais, tous mes ancêtres sont enterrés à Lublin. Et il m'a dit, mais t'es folle, si j'avais su. Et je lui ai dit, moi, j'aime pas trop les cimetières. Et il m'a dit, mais si j'avais su, je t'aurais traîné. Et donc, on arrête la voiture, on sort de la voiture, et là, il y a un paysan qui travaille, et je demande il y avait un traducteur avec nous,
de lui demander s'il y avait un village juif, un quartier juif. Et le paysan dit, ben, ici, c'était un village juif. Et d'ailleurs, moi, je parle yiddish. Et donc, je me mets à parler yiddish avec lui. Et il me dit, mais tu te rends pas compte la vie qu'il y avait du théâtre, il y avait du cinéma ambulant, il y avait des journaux, regarde maintenant. Et je lui dis, mais ça veut dire que tu les regrettes? Et il me dit non. Et en même temps, 2 secondes après ou avant, je me souviens plus, il me dit, mais pourquoi tu parles yiddish, toi? Tu travailles chez les Juifs? Et je lui ai dit, non, moi je suis juive. Et il me prend dans ses bras et il dit à Yiddish Kind d'une enfant juive, une enfant juive. Et vraiment, j'ai essayé de comprendre toute l'ambivalence de cet homme. Quand il m'a pris dans ses bras, je ne sentais pas un antisémitisme chez lui. Je sentais quelque chose une culture très, très ambivalente, parce que tout d'un coup, quand vous rentrez là-dedans, par exemple, un paysan qui rencontre un juif ou un tzigane, ça veut dire que sa récolte va être bonne. Les gens dans les villages donnaient leur corps aux médecins juifs, allaient voir les rabbins pour faire justice. Ils avaient plus confiance dans le rabbin que dans leur propre justice. Donc il y avait cette ambivalence qui existe comme ça à l'Est vis-à-vis qui est compliquée, très compliquée. Et pendant longtemps, ce qui est quand même très étrange, on a dit « heureux comme un juif en Pologne ». Et tout d'un coup, cette horreur qui fait que, voilà, que tout le monde dénonce tout le monde, qu'il y a Et bon, moi, j'ai pas été... J'ai avancé... J'ai voulu aller là-bas, quoi. J'ai voulu comprendre d'une certaine manière d'où je venais. Et j'avais le sentiment de marcher dans du sang et que personne ne voulait le voir. Et en même temps, c'était très bizarre parce que physiquement, je me suis jamais sentie aussi bien dans ma peau. J'avais le même nez que les gens là-bas, je mangeais comme eux. Et j'ai compris qu'on pouvait sentir home et détester home. C'est-à-dire que tous les jours, je détestais l'histoire qui faisait que j'étais pas née là-bas, mais j'étais tellement contente de pas être née là-bas, quoi. Donc il y a quelque chose voilà, de ce monde que j'ai tenté de traverser. Alors vous disiez tout à l'heure que vous avez entendu parler vos parents en polonais très tardivement. Une seule fois. Et une seule fois. Donc à la maison, j'imagine qu'on parlait français et yiddish. Donc c'était ma question. Quand est-ce que vous avez appris le yiddish? C'est-à-dire, est-ce que dès l'enfance? Ben oui, parce qu'il y avait ma grand-mère que j'adorais. Et elle parlait que le yiddish. Et elle parlait pas énormément, mais voilà, c'était un lien très fort. Et pour moi, elle était la vie, quoi. Et parce que quand on repense à Moi Yvan, toi Abraham, c'est un des premiers films qui est quand même entièrement tourné en yiddish, je veux dire après la guerre évidemment, parce qu'il y a eu tout un grand cinéma yiddish avant-guerre. Si on voit les films qui se passent dans le shtetl, des films comme Un violon sur le toit, Yentl, enfin tous ces films sont en anglais. Ensuite, il y aura des films comme Un train de vie qui est en français. Et il y a quelque chose qui est absolument irrémédiablement perdu quand c'est pas en yiddish. Qu'est-ce qui se passe en fait quand vous parlez en yiddish? On est toujours sur, comme la question sur le chant, sur les intraduisibles. D'ailleurs, je crois que vous avez travaillé un dictionnaire sur les mots qui manquent. Quels sont les mots qui manquent quand on les dit pas en yiddish d'une certaine manière? Ben moi, j'adore cette langue. J'adore cette langue et en même temps, j'aime pas la nostalgie. Donc la seule chose que j'arrive à en faire, c'est des films. J'en ai fait 2 en yiddish. J'ai fait Moi Yvan, toi Abraham. Alors, en même temps, il fallait apprendre le yiddish aux acteurs et surtout aux enfants qui étaient petits. Et ça, c'est aussi quelque chose de bouleversant parce que donc on va en Russie, on va à Moscou et là, il y a
il y a eu un théâtre yiddish extrêmement important à Moscou. Pendant la guerre, vous voulez dire pendant la guerre ou avant la guerre? Avant la guerre. Et il y a eu, et jusqu'à cet art, ça fait partie du livre noir, c'est-à-dire que Staline aimait beaucoup. De Miroels, c'est ça. Donc c'était le théâtre de Miroels. Et puis Staline a décidé de tuer tous les membres de ce théâtre. Et étaient absents 2 jeunes acteurs. Une parce que je ne sais pas quoi, et un jeune acteur qui était malade. Et le professeur de yiddish du film, c'était ce jeune acteur qui était bouleversé et bouleversant et qui apprenait à tous les acteurs leurs textes en yiddish. Et eux avaient une espèce d'adoration de cet homme et qui rentraient parfois la nuit en leur disant des répliques pour savoir s'ils étaient capables de donner leur texte. Voilà, donc c'est-à-dire que tout dans ce film était chargé d'une histoire de l'histoire, quoi. Et c'est vrai que le yiddish, avec Menachem dans M, c'était aussi une des raisons pour laquelle j'ai fait le film. J'ai trouvé que le yiddish rendait pour moi possible ce film. Et mon yiddish a beaucoup progressé pendant le film. Parce qu'au fond, je parle pas, je le parle un peu, quoi. Mais mais le yiddish, c'est pas pour ceux qui le parlent. Quand vous le parlez un peu, vous avez l'impression que vous pouvez dire plein de choses. C'est une langue tellement affective, tellement. Moi, j'adore cette langue. Ouais, donc et puis bon, je pense que je l'adore aussi parce que c'est lié à ma grand-mère. Non, parce que même la voix off, votre voix hein, qu'on entend, vous la faites en yiddish. Vous aurez très bien pu la faire en français pour dire voilà, j'ai rencontré Menachem, il vit dans telle communauté, mais vous la faites en yiddish. Bah, pour moi, ça aurait été insupportable autrement qu'en yiddish. Et dans Moi Yvan, vous ne pouvez pas savoir le nombre de producteurs hein, qui m'ont demandé de changer le yiddish pour de l'anglais ou pour au départ, on me disait mais si tu t'obstines sur le yiddish, ce ne sera pas possible. Et pour moi, c'était juste impossible que ce soit une autre musique, justement. Ça ne pouvait être que du yiddish. Et il y a eu quelque chose de terriblement émouvant pour toute l'équipe. On a tourné dans un shtetl, dans un village juif, en Biélorussie. Et là, c'était incroyable parce que j'arrive à Moscou, Mosfilm me dit laisse tomber, tu vas jamais y arriver, on va tout faire en studio. Moi je dis pas question, je sais que je vais trouver. J'ai été à la maison du cinéma, je dîne à la maison du cinéma, un jeune cinéaste georgien vient s'asseoir à côté de moi et me dit mais qu'est-ce que tu fais là? What are you doing here? Je lui explique, il me dit c'est incroyable, j'ai des amis, c'est des jeunes poètes juifs. Ça fait des années qu'ils cherchent des shtetl et la semaine dernière ils en ont trouvé. Et donc il a tout de suite appelé ses amis et quelques jours plus tard je suis partie avec eux et on a été dans le village où le film s'est déroulé après. Et là on arrive, c'était mois de mars mais il y avait encore de la neige et j'étais avec eux qui soupiraient vraiment comme des vieux juifs. J'avais l'impression que j'étais avec mes grands-pères quand ils étaient jeunes. Et on arrive, et tout d'un coup, je vois des paysans qui parlent yiddish entre eux. Et je leur parle yiddish. Et tout de suite, ils m'engueulent, ils trouvent que mon accent n'est pas bon, que ça ne va pas. Je me suis dit, bon, c'est des vrais. Et voilà. Et donc, c'est là qu'on a tourné. Là encore, il a fallu faire une vraie bataille pour que les producteurs acceptent de tourner dans ce village et pas dans quelque chose de sécurisé. C'était compliqué, quoi. Loger toute une équipe, et dans ce village, j'ai demandé à quelqu'un avec qui je travaillais, qui s'appelait Shimon Zalewski, de
trouver des gens qui parlaient réellement le yiddish, pas uniquement dans ce village et ailleurs. Et on les a installés à l'intérieur des maisons, parce que je voulais avoir un bruit de fond en yiddish. Je voulais avoir un bruit pour le film qui est quelque chose qui soit... et donc, on est passé avec l'ingénieur du son, et les acteurs nous suivaient d'ailleurs, dans le village, et on entendait ces voix, et on voyait personne. Et tout d'un coup, c'est le seul moment où on était tous en larmes, quoi. On avait l'impression que c'était la rumeur de ceux qui ne sont plus là. C'était vraiment fort. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup, je trouve, dans vos films. Ce sont ces personnages qui s'interrogent, qui balancent entre plusieurs langues et qui s'interrogent sur ce qui, d'eux, est altéré quand ils passent d'une langue à une autre. Je pense à Rachel dans Moi Yvan, je pense dans Would You Have Sex with an Arab. Il y a plusieurs fois où la question se pose, mais si je couchais avec un juif ou avec une arabe, comment on se parlerait le matin au réveil, les mots doux qu'on se dirait, puis dans La Belle de Gaza aussi. Et sans arrêt, vous filmez des personnages, ou des personnes qui s'interrogent, parce qu'elles sont à cheval entre plusieurs langues, qui s'interrogent sur ce qui, d'elles, pourrait... ne plus être tout à fait raccord ou synchrone avec elles-mêmes si une partie de leur langue était... si elles parlaient dans une autre langue que la leur, quoi. J'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qui est permanent, qui revient vraiment dans votre cinéma. Ben oui, c'est quand je vous parlais de mes parents qui ont parlé soudain le polonais et pour la première fois de ma vie, et que j'avais l'impression d'avoir des parents jeunes qui étaient à l'aise dans leur langue, ça a donné naissance à cette scène dont vous parlez, où Rachel dit « à partir de maintenant, j'aurai toujours un accent ». Et d'ailleurs, c'était étrange, parce qu'en Allemagne, dans un quotidien allemand, le Tageszeitung, je crois, ils ont fait une double page avec l'image des deux garçons, et ils ont titré « à partir de maintenant, nous aurons toujours un accent ». Et je pense que effectivement, comment on pense. Moi, j'ai toujours en même temps été extrêmement jalouse de gens qui vivaient entre deux géographies, mais là, c'est autre chose. On parle de gens qui sont arrachés à une langue pour aller vivre dans une autre, où il y a quelque chose qui peut être de l'ordre du choix. Enfin, en tout cas, c'est un vrai passage, quoi. C'est un vrai moment de passage. Et par rapport à ce contexte dans lequel vous avez grandi, est-ce que vous étiez dans une famille, je ne sais pas, où il y avait par exemple beaucoup de livres? Est-ce que vous aviez dans une famille modeste, dans une famille plutôt à l'aise? Quel était votre rapport finalement aussi à la transmission et à la culture, et comment vos parents ont pu, ou pas d'ailleurs, moi, j'étais la plus jeune d'une famille où mon frère et ma sœur avaient été dans une école juive. Hein. Moi, non. Je me sentais assez... moi, je parlais à personne. En fait, j'étais très endormie. J'étais un peu comme une petite zombie, un peu autiste. La seule chose que j'avais parfois, c'était mes yeux. Il y avait des gens que je voyais. Et ces gens, je pouvais les regarder pendant des heures. Il y avait une femme qui chantait dans les mariages et qui ressemblait à Edith Piaf. Elle chantait en yiddish et elle avait, je sais pas, elle exprimait une douleur dont personne ne parlait, et je pouvais la regarder tout le temps. Où il y avait des choses comme ça, ou des choses plutôt joyeuses, les films de Jacques Demy. Mais en fait, le cinéma, c'était mon accès au monde. J'ai pas été très... Je peux pas dire qu'il n'y a pas eu de transmission, mais c'était une transmission muette. C'était une transmission... il y avait la table du Shabbat, par exemple, qui était un moment merveilleux pour ma mère, qui n'était pas... qui le reste du temps n'était pas dans l'émerveillement. Et il y avait quelque chose il y a eu des choses comme ça, mais c'était comme des percées dans une abstraction, dans une chose très abstraite.
Le temps était abstrait, il n'y avait pas d'habitude, il n'y avait pas de... à part la table du Shabbat. Et voilà. Vous parlez de ce goût et de cette habitude de regarder longuement. Alors évidemment, on ne peut pas ne pas faire le lien avec le fait que vous alliez par la suite devenir cinéaste. Quel est votre premier rapport avec le cinéma? Enfin, vous parliez de Jacques Demy, mais comment vous découvrez le cinéma? À quel moment vous dites, tiens, ça c'est important? Alors mon frère m'a raconté que quand j'étais toute petite, je me suis décolletée dans la rue et il m'a dit mais qu'est-ce que tu fais? Et je lui ai dit je fais du cinéma. Et donc je me dis que c'était mon premier rapport au cinéma. Et sinon le cinéma ça m'a sauvé la vie. Le cinéma ça m'a éduquée. J'ai vu les autres, j'ai vu comment ils vivaient, j'ai vu le cinéma pour moi c'était les autres. Et ça l'est toujours. C'est-à-dire, je trouve que c'est toutes les facettes de l'humanité qui sont montrées. Le cinéma a changé ma vie parce que c'est du cinéma, mais aussi, tout à l'heure, on parlait d'un film qui s'appelle La Vérification. Et La Vérification, c'est un film de quelqu'un qui s'appelle Alexis German, qui est un très grand cinéaste soviétique. La Vérification, c'est un film qui a été très longtemps interdit parce que le héros du film est un traître. Et que bien sûr, dans l'imagerie soviétique, c'était impossible que le héros soit un traître. Et en fait, c'est un traître qui se rend à l'armée russe. Et il est enfermé avec un jeune homme qui a été, lui, capturé et qui est aussi un traître. Et le lendemain matin, ils doivent être fusillés. Et donc, le jeune homme demande de la vodka. Et il dit cette chose qui, moi, m'a aussi... Par exemple, c'est une des choses qui m'a changée. Il dit, moi, j'ai 16 ans. Qu'est-ce que vous voulez que je sache de la vie, moi ? Qu'est-ce que vous voulez que je sache où aller, qui choisir? J'en sais rien, moi. J'en sais rien de votre truc. Et tout ce truc, et tout d'un coup, je me dis, mais c'est vrai, il a 16 ans. Comment les gens... Il y a des gens qui ont la grâce de savoir toujours où aller, où être juste, où faire partie des justes. Ça, c'est une vraie grâce au monde. Et puis, il y a des gens qui ne savent pas, quoi. Le cinéma, tout d'un coup, pour moi, a complexifié beaucoup de choses. Beaucoup de rapports. Déjà, je suis quelqu'un, ça je tiens ça de ma grand-mère. Ma grand-mère, elle ne jugeait jamais personne. Et je suis quelqu'un qui ne juge pas beaucoup les autres, mais le cinéma m'a permis de complexifier encore plus le regard, en fait. Moi, je crois qu'on est ce qu'on voit. Et on voit tous des choses différentes. Et ça aussi, et le cinéma, c'est quand même, il n'y a pas que le cinéma, bien sûr, qui montre ça, mais c'est quand même une façon magnifique de... Ouais, moi j'aime le cinéma. Je vous ai entendu dire une fois, je filme toujours avec, je filme jamais contre. Par rapport à ce que vous disiez sur le cinéma comme accès aux autres, je pense qu'aussi c'est une bonne manière de raconter la façon dont vos films se positionnent vis-à-vis de ceux qui filment, c'est-à-dire jamais dans le surplomb, jamais dans le jugement, évidemment jamais dans une morale qui se croirait supérieure, mais toujours avec, y compris dans les erreurs qui peuvent être commises ou dans la manière dont les gens que vous filmez peuvent aussi s'illusionner sur leur propre histoire, mais vous êtes toujours avec eux. Je crois beaucoup à l'expérience. Je crois beaucoup je trouve qu'on ne raconte pas assez les expériences. Il y a un philosophe italien qui s'appelle Agamben qui disait qu'en 1914, la guerre avait été tellement dure que quand les hommes sont rentrés, ils n'ont pas raconté. Et à partir de là, ça a été la mort de l'expérience. Et ça a été le début de la propagande et de la publicité. Et avant ça, les voleurs racontaient qu'ils étaient voleurs. Voilà, il y avait quelque chose qui se racontait dans tout ce que étaient les gens. Et là, il y a une façon de vouloir de disneyiser d'une certaine manière le monde. Et je trouve que c'est très...
nocif, très toxique. J'aime bien l'idée de devenir meilleur à partir de choses qui existent, quoi. C'est raconter les expériences. Je ne crois pas à la vérité comme un concept absolu, mais je crois qu'on peut avoir un rapport à la vérité. Je crois qu'on peut tenter de l'approcher un peu. Et à quel moment vous avez eu envie justement de raconter ces expériences? À quel moment vous vous dites que je vais faire du cinéma et non plus uniquement être spectatrice? Et comment vous passez de là où vous en étiez d'ailleurs, je pourrais vous poser la question aussi de qu'est-ce que vous vous destiniez à faire, quelles ont été vos études, mais à quel moment ça bascule vers le cinéma? En fait, c'est une question de rencontre. Moi, comme j'étais quelqu'un de très solitaire d'une certaine manière et très muet, chaque rencontre m'a révélé un peu plus et qui j'étais et le monde extérieur. Et en fait, j'ai commencé à travailler très jeune et en fait, j'ai rencontré Amos Gitaï et qui cherchait en fait un magnétoscope particulier que moi j'avais. Et je venais de voir un film de lui avec lequel j'avais pas mal de problèmes. Et donc, on a parlé. Et 15 jours plus tard, il m'a dit « Est-ce que tu veux pas travailler avec moi ?» Et moi, donc, j'avais commencé à travailler avec plusieurs personnes. On avait monté une agence de publicité qui fonctionnait plutôt bien. Et j'ai tout lâché. C'est-à-dire, c'était... En fait, tout d'un coup, le cinéma, la lumière, c'était... voilà, j'étais à l'endroit où je voulais être, quoi. On en vient à votre premier film, celui qu'on va voir tout à l'heure. Alors, je regarde juste l'heure parce que il faut qu'on fasse attention, on pourrait vous écouter encore des heures. Votre premier film, c'est Classified People. Comment vous avez eu l'idée de faire ce film? Et puis, c'est pas évident, partir en Afrique du Sud pour raconter, alors ce qui paraît, si vous ne l'avez pas encore vu, le film, vous allez le découvrir, mais rétrospectivement, ça paraît dingue qu'on est à la fin des années 80 et qu'il existe encore une telle législation dans un pays aussi développé que l'Afrique du Sud. Oui, moi, ça me paraît pas dingue. Ça me paraît... je trouve que ce que décrit cette législation existe dans tellement d'endroits hors législation. Je veux dire, en fait, c'est un concours de circonstances. Je vois des films qui se passent en Afrique du Sud et tout d'un coup, je me dis, et je dis à quelqu'un avec qui je vais à un rendez-vous de production, Alina, je dis, il faudrait faire un film à la frontière entre les Blancs et les Noirs. Et il faudrait appeler ça « Let's take a walk on the white side ». Et on arrive dans le bureau et là, elle dit... elle raconte ce que je viens de lui dire et presque je tombe de l'œil. Et donc, il m'amène du sucre, de l'eau. Je me dis que vraiment, je suis trop ridicule. Et on sort et je dis à la fille, je suis désolée, c'est ridicule. Elle m'a dit, mais pas du tout, tu vas voir, il va t'aider. Et effectivement, ça a été le premier financier de ce qui est devenu Classified People. On est parti en Afrique du Sud avec Patrick Charles Messens, qui m'a été présenté par quelqu'un, je le connaissais à peine, et c'était quelqu'un qui avait grandi dans la jungle, qui avait peur de rien, qui me disait même, moi si je fais de la prison, je suis d'accord. Je lui dis, tu laisses tomber, mais tout de suite cette idée, parce que moi je deviens folle, et j'ai aucune envie de faire de la prison, vraiment, et si tu as cette idée en tête, on va faire de la prison. Et donc il a effectivement laissé tomber l'idée, et on part avec de l'argent dans nos chaussures et on cherche et en fait moi je pars quelques jours après lui part d'abord et moi après et à ce moment-là on m'offre un livre
qui s'appelle L'apartheid de A à Z. Et je découvre cette chose de classification raciale. Et donc, avec le nom d'un journaliste à qui c'est arrivé, qui est dans le film. Et voilà. Et donc, c'est comme ça que, après un certain temps, parce qu'on est passé par plein de choses, on est passé par faire un film sur la boxe, on est passé par faire un film sur tous ceux qui s'appelaient Mr. White, qu'ils soient blancs ou noirs. On est passé par plein d'idées jusqu'à trouver effectivement le journaliste. Et je devais filmer quelqu'un qui a été classifié 5 fois et reclassifié. Mais on a été dénoncé. Heureusement, on n'avait pas le matériel avec nous. Et du coup, on a réussi à semer, parce qu'on était 2 voitures et qu'il n'y avait que nous qui les intéressions, c'est-à-dire les étrangers. Et en fait, donc on n'a pas pu le filmer. C'était un 31 décembre. Moi, j'ai été danser avec quelqu'un qui est dans le film, qui m'a dit « Viens, tu vas voir, ça va te changer les idées ». Et on a été sur le port. Et là, il y a une fille qui était là et qui dit « Mais viens filmer mon grand-père ». Je lui ai dit « Grand-père, grand-père ». Il y avait ce couple que vous allez voir dans le film qui est juste extraordinaire, et chez qui on avait été à plusieurs reprises, parce qu'il me faisait penser à ma grand-mère. Et on m'avait dit leur histoire, mais on m'avait dit il ne faut pas leur en parler. Et donc on a attendu le matin, et là je leur ai dit je ne vous ai pas dit la vérité, je suis là pour faire un film. Est-ce que vous êtes d'accord que je vous filme? Ils m'ont tout de suite dit oui. Et donc on a commencé. Et voilà, ce film c'est comme ça, ça a été ça l'histoire, une histoire très organique, comme j'aime. Moi, j'aime bien que ce soit comme ça. Je vous avais entendu, une fois en parlant du film, faire le lien avec Monsieur Klein, le film de Joseph Losey. Parce que bon, il y a toute la question aussi de la mesure, de l'anthropométrie raciale, etc. Et donc, ce rapprochement que vous faites pourrait laisser entendre qu'il y a quelque chose, on pourrait dire, de votre sensibilité qui est liée aussi à la mémoire de la Shoah, qui ici se rejoue dans d'autres formes de discrimination raciale, d'injustice. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez en tête, qui était conscient au moment où vous partez faire le film, ou c'est une impulsion parce que ça vous paraissait être important? Non, Monsieur Klein a toujours été avec moi. Il y a 2 choses qui ont toujours été avec moi. C'est Monsieur Klein. Quand j'ai vu Monsieur Klein, je suis restée 2 séances de suite, parce que la première, j'ai vu le film qui m'a époustouflée. La deuxième, je regardais les gens dans la salle, parce que tout le monde pouvait être Monsieur Klein. Et ça changeait tout. Le fait que, voilà. Et pour la classification raciale, c'était pareil. Tout d'un coup, on pouvait vous dire, comme vous allez voir dans le film, ben non, t'es pas blanc, c'est pas vrai, t'es pas blanc. Et donc ça, bien sûr, ça a toujours été avec moi. L'autre chose qui a toujours été avec moi, c'est d'une certaine manière le néoréalisme, c'est-à-dire, eux, ils ont filmé dans les mémoires, dans les ruines des villes, et moi, je me disais, je filme dans les ruines de nos mémoires. C'est-à-dire, il y a quelque chose où, par exemple, Classified People, la violence de l'Afrique du Sud était claire pour tout le monde. Moi, j'ai voulu mettre quelque chose de différent dessus. Et quelque chose de plus... Enfin, vous allez voir. Oui, vous savez, j'ai découvert un cinéaste récemment, un cinéaste qui a 95 ans, qui est absolument incroyable, qui s'appelle Mick, et que d'ailleurs le MAJ devrait absolument inviter ses films, qui s'appelle Michael Roemer, qui est un cinéaste américain. En fait, c'était un juif allemand, enfant, qui a été envoyé en Angleterre dans le programme que les Anglais avaient fait pour les enfants juifs. Les Kindertransport. Voilà, c'est ça. Et qui donc a été séparé de sa famille. Enfin, dans son cas à lui, sa famille, il en avait toujours été assez loin. Et voilà. Et en fait, c'est quelqu'un qui filme l'impuissance et de manière mais juste extraordinaire. Et le premier film qu'il a fait
enfin, le premier film de lui qu'on a vu ici, qui est vraiment, qui s'appelle Just a Man, je crois, Nothing But a Man, qui est un film qui se passe dans la communauté noire. Et tout le monde. Moi, je suis très amie avec Alice Diop, et Alice, elle a fait un commentaire du film dans le DVD qui est sorti, et elle était persuadée que c'était un cinéaste noir. C'était pas possible. Et lui, quand il en parle, parce qu'il y a un bonus absolument génial avec lui, où il raconte que c'est depuis ce sentiment d'impuissance qu'il a pu se projeter à ce point. Voilà. Et le deuxième film qu'il fait, c'est un film qui s'appelle Le complot contre Harry Plotnik. Et là, c'est complètement différent. C'est un petit escroc juif. Et vous avez vu ces films? Ah non, il faut voir, c'est génial. C'est vraiment génial. Voilà. Alors, bon, j'ai plein de questions encore à vous poser, mais j'ai peur qu'il faille ne pas trop tarder. Donc, on va ouvrir tout de suite la discussion à la salle. Je vois qu'un micro circule. Donc, n'hésitez pas à lever la main. Voilà. Il y a déjà une main qui se lève là-bas. Oui, donc on peut dire que au moins dans certains pays où vous avez filmé, que ce soit en Afrique du Sud ou que ce soit en Russie, Biélorussie, mais on pourrait dire aussi en Israël, entre le moment où vous avez filmé et aujourd'hui, le monde a considérablement changé. Et je voudrais savoir quel lien vous avez conservé avec les personnes que vous avez filmées ou que vous avez fait jouer dans vos films. Alors, il faut savoir que le cinéma, c'est quand même un lieu d'abandon. C'est-à-dire, vous filmez, et c'est vrai, des équipes, c'est vrai. C'est pas toujours vrai, parce que par exemple, pour moi, Yvan, il sera là d'ailleurs demain. Yvan, qui était un enfant des rues, est toujours là, est toujours avec nous. Mais lui, le premier jour du tournage, il s'est cassé la gueule et puis il n'arrêtait pas de faire des conneries. Et donc je l'ai pris et je lui ai dit, écoute, je comprends que tu sois angoissé, moi aussi. Je me suis aussi cassé la gueule, je comprends. Mais tu es angoissé parce que tu crois qu'on va t'abandonner à la fin du tournage, ou tu te demandes. Et il n'y a pas de suspense, on va t'abandonner. Et le seul moyen que tu as de sortir de ton histoire d'abandon, c'est d'aller au bout d'une histoire et encore au bout d'une autre. Et en fait, parce que je lui ai dit ça, je crois qu'il peut toujours être dans ma vie. Mais c'est vrai que le cinéma est une histoire d'abandon. Ceci dit, je pense n'avoir jamais fait de mal avec ma caméra aux gens que j'ai filmés. Bonsoir. Je voulais vous demander si vous expliquez ou pas, et comment vous l'expliquez, que vous ayez commencé par le documentaire, qu'ensuite vous ayez fait un film de fiction et qu'ensuite vous ayez fait, il me semble, que des documentaires. Peut-être que je me trompe, je sais pas. Pourquoi le documentaire? Pourquoi pas la fiction? Est-ce que c'est un tiraillement ou pas du tout? Est-ce que c'est... Et j'ai une autre question petite, c'est juste comment on filme l'intime, techniquement parlant, vraiment d'un point de vue pratique. Alors, j'ai commencé par le documentaire. En fait, quand j'ai une question auquel j'ai envie de répondre au présent, c'est une forme documentaire. Et c'est une forme, je dirais... Pour moi, au bout du compte, les films, c'est les films. Et d'ailleurs, sans que je l'ai réellement voulu, tous mes films ont été au cinéma. Ils ont toujours été des films de cinéma, plus que des films de télévision. Et mais c'est vrai que le documentaire, vous avez l'impression que tout d'un coup, il y a quelque chose qui sort de votre main. Surtout dans les derniers où je prends moi la caméra. Au niveau de la fabrication, il y a quelque chose qui est, pour moi... parce que maintenant, en plus, on me fait confiance. Si je dis j'essaye, et puis je vois s'il y a un film, et s'il y a un film, on le fait, et on le finance et tout ça. La fiction, pour moi, c'est pour raconter des histoires où il n'y a plus de présent. Ou alors, même si c'est une histoire qui se déroule au présent, où je sens que la narration a besoin de fiction. Et là, je suis en train de revenir à la fiction. Et
mais c'est un... Mais j'adore les deux, quoi. Ce que j'adore dans la fiction, c'est les acteurs. Hein. Et ce que j'adore dans le documentaire, c'est de filmer moi-même, en fait. Et pour l'intime, l'important, c'est de garder son éthique et de faire confiance à son éthique. Et je pense que, voilà, et l'intime, sous forme documentaire, c'est souvent dans ce que les gens donnent, veulent bien donner d'eux, quoi. Il y a des fois où je vais le chercher. Il y a une première scène que les gens aiment beaucoup, mais c'est vraiment une scène où Menahem, il ne voulait pas tourner ce soir-là. Moi, je voulais tourner. Je lui ai dit, on tourne, ok, on ne va pas à Bnei Brak, on va à Tel Aviv, sur la plage, mais on tourne. Il arrive, il m'en voulait. Il arrive avec un t-shirt épouvantable. Je lui ai dit, ok, enlève ton t-shirt. Donc, il est torse nu la nuit. Et ça devient... Et il chante. Je lui demande de chanter, en plus, la berceuse de mon enfance. Et je lui demande de raconter son histoire. Et son histoire... Comme il m'en veut, il me la balance à la gueule comme un combat de boxe. Mais je trouve que ça rend la scène 10 fois plus forte, parce que s'il me l'avait raconté en complicité, ça aurait pu être complaisant et presque un peu dégoûtant. Voilà, c'est accepter des choses. Si vous venez voir Un Juif à la mer, c'est un film où l'image, mais vous ne pouvez pas croire que... pendant longtemps, je ne voulais pas que ce film soit vu. La façon... Et pourtant... C'est un film que souvent les gens adorent parce que c'est un film qui parle de guerre. Dans un cas, c'est juste un gros plan, mais c'est un gros plan qui est un vrai chaos, quoi. Et donc, il y a quelque chose qui doit être en rapport, quelquefois de manière totalement instinctive, entre la forme et ce qui est raconté. Encore le temps pour une ou deux questions, oui. Bonjour, Manon, étudiante à Rennes. Je voulais savoir justement, on a parlé de la trilogie ce soir. Je voulais savoir justement, c'est des films qui ont été tournés exclusivement de nuit. Et je voulais savoir qu'est-ce qui vous intéressait autant de tourner la nuit et particulièrement la ville de Tel Aviv. J'aime beaucoup la nuit. J'aime beaucoup la nuit. Et j'ai su très récemment que chez les Juifs, les fêtes commençaient toujours la nuit et allaient vers le jour. Et donc, j'ai eu le sentiment d'avoir eu comme ça une espèce d'instinct de j'aime la nuit parce que la nuit, les gens prennent le temps. C'est pas la même chose, quoi. C'est pas, les frontières sont plus floues. J'aime bien aussi l'idée de chercher de la lumière dans la nuit. En fait, quelqu'un m'a dit, je crois un rabbin, que qu'il y a une grande différence entre la nuit et les ténèbres. Dans les ténèbres, il n'y a plus aucune lumière. Dans la nuit, il y a encore de la lumière. Et voilà, et c'est ça que je cherche. Je suis pas quelqu'un d'optimiste, mais d'une certaine manière, l'horreur du monde, je m'y attendais depuis toujours. Ce qui m'a surpris, c'est plutôt la beauté. Et ce qui m'a surpris, c'est de rencontrer quand même beaucoup d'humanité, de beauté, et c'est ça que j'essaie d'attraper, mais sans nier la noirceur autour. Si j'ai répondu. Vous avez un personnage dans Moi Yvan qui s'appelle Nachman, ouais. Et dont on explique que c'est l'homme de la nuit, littéralement. Bonjour, vous venez de dire que vous allez retourner à la fiction.
j'ai, comme je pense beaucoup de gens dans la salle, adoré la trilogie et les 2 derniers en particulier. Est-ce que vous êtes OK de partager avec nous la prochaine intimité que vous allez nous proposer ? C'est vrai que j'aime pas beaucoup parler à l'avance. J'ai toujours l'impression que c'est un peu comme l'amour, les films. Il faut pas trop en dire. Il faut aller les chercher, les ramener, quoi. Mais voilà, je suis désolée. C'était bien tenté. Juste, j'ai pas répondu sur Tel Aviv, mais j'aime beaucoup Tel Aviv. C'est une ville. C'est une ville que. Et c'est comme si je me mettais à des endroits d'où je pouvais regarder. Parce que c'est pas évident pour moi. Il y a plein d'endroits d'où je peux pas regarder. Je rebondis sur cette question de la nuit. Il y a des personnages dans vos films qui sont, alors je reprends un terme du poète Jean Quérol, lazaréens, c'est-à-dire qui ont traversé la mort et qui reviennent parmi les vivants, ou en tout cas qui sont dans cet entre-deux, entre les morts et les vivants. Et notamment, vous avez plusieurs personnages dans Caste criminel ou dans M qui, la nuit, fréquentent les cimetières et qui, d'une certaine manière, comme si c'était un peu plus leur place que parmi les vivants. Voilà, j'y pense avec la question autour de la nuit, comme si c'était aussi quelque chose que vous travaillez, c'est-à-dire cette difficulté parfois à être parmi les vivants et cette volonté de trouver une place qui est la sienne, mais qui passe aussi par le fait d'assumer ce qui en nous est mort ou a été tué. Et ça me fait penser tout d'un coup à une chose qui s'est passée pour moi dans un cimetière en Pologne. Mais à Bnei Brak, il n'y a pas de café, il y a pas, puis il y a un monde, mais il y a un monde, jour et nuit. C'est en fait une ville, c'est presque rock'n'roll, quoi. C'est des familles entières qui sont là à 2h du matin, vous ne comprenez pas très bien ce qu'ils font, avec leurs bébés, leurs enfants qui marchent, en fait ils reviennent de l'étude. C'est un monde qui vit tout le temps. Et donc, où se mettre pour parler tranquillement? Au cimetière. C'est là où Menachem s'est échappé la première fois. Donc c'est lui qui nous amène au cimetière. Dans Casse criminel, pareil, le jeune homme ne sait pas où se mettre, il va au cimetière. Moi, le cimetière, comme je vous racontais tout à l'heure pour la Pologne, quand j'ai été à Lublin et que j'ai oublié mon passeport, j'ai été au cimetière le lendemain. Je suis retournée, j'ai pris le passeport et j'ai été au cimetière. Et on arrive et à l'extérieur du cimetière, il y avait des stèles comme ça qui entouraient le cimetière, qui donnaient le sentiment d'un très grand cimetière. Et j'arrive à l'intérieur et il y a quasiment plus de tombes, il y a quelques pierres un peu fracassées comme ça. Et donc je ne sais pas du tout où sont les gens de ma famille en fait. Et je m'approche et là je fais une chose qui était très étrange pour moi. J'avais l'impression un peu d'être dans le D-Book. Je dis, voilà, je dis à l'intérieur de moi, hein, je ne dis pas à haute voix, je m'appelle comme ça, je viens de vous, je ne sais pas où vous êtes, je me présente, quoi. Je me présente et j'essaye de me mettre en lien avec ce qui n'existe plus, en fait. Et ouais, c'est bien, c'est la deuxième question que vous me posez que je ne m'étais jamais posée. En tout cas, j'accepte de... Vous savez, pour moi, un parcours magique, c'est quelqu'un qui vous amène à un endroit où vous n'iriez jamais, mais que vous reconnaissez tout de suite comme vous appartenant, quoi. Et donc, quand un personnage m'amène à un endroit qui est naturel pour lui, j'y vais. Bah, c'est une belle définition de votre cinéma, ça. Merci. Merci beaucoup, chère Yolande.